Bonjour à tous, moi c'est Aurore, plus précisément Aurore à Miami. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Emily in Paris, le show Netflix de l'américaine qui vient pour le travail en France, à Paris plus spécifiquement. J'ai regardé cette série toute la semaine dernière, il y a 10 épisodes donc c'était assez vite fait. Et je voulais vous parler de ça et plus spécifiquement en fait, mettre en parallèle mon expérience à moi, Aurore à Miami, comparativement à celle de Emily in Paris. Moi qui suis donc une Française qui vit aux États-Unis et Emily in Paris qui est donc dans la série une Américaine de Chicago plus particulièrement qui vit donc en France à Paris. Et on a l'occasion de partager je pense ses premiers mois de vie à Paris. Bref, pourquoi je veux vous parler de cette série? Parce que, comme je vous dis, j'ai trouvé intéressant le fait en fait de comparer mon expérience à la sienne, la différence de culture, etc. On va aussi aborder un petit peu le sujet des clichés. Est-ce que ce qui nous est montré dans la série c'est cliché ou est-ce que c'est la vérité? Et si d'ailleurs tout ce sujet États-Unis, etc. vous intéresse, si les États-Unis est un pays qui vous fait rêver ou qui vous rend curieux, que ce soit sur le plan financier, le plan administratif, le plan vie en général ici, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Bon, commençons par Paris. Le Paris qui est dépeint dans cette série n'est pas du tout le Paris que j'ai eu l'occasion de connaître. Non, ce serait trop beau. Disons que Emily in Paris, oui, mais Emily in Paris a transféré beaucoup de dollars en euros. Clairement, là où elle vit, bon ok, elle a pas la vue sur la Tour Eiffel non plus, mais une de ses réactions premières, je crois, sur Paris, c'était, je crois, de dire à son copain qui est resté à Chicago: on se croirait dans le film Ratatouille. Ouais, donc clairement, faut être vraiment dans le centre de Paris, pas dans la banlieue. Moi, j'ai pas eu cette bonne expérience parisienne. Je sais pas, on la voit marcher au travail, on la voit pas monter dans le métro. Tu la sens fraîche et joyeuse, mais en même temps, elle a l'air de vivre dans Paris, plein centre. Elle voit pas la Tour Eiffel, mais on sait que la Tour Eiffel, elle est pas bien loin non plus. Tu sais pas comment elle fait, mais pour aller au travail, elle se téléporte. Je sais pas, on n'a pas vu un seul métro dans cette série. Non, pas de métro, pas de voiture, pas de klaxon, rien de tout ça. Ça vous rappelle Paris, vous? Moi, pas trop. Donc on imagine qu'elle habite tellement près de son travail qu'elle peut y aller à pied avec ses grands talons et ses petites tenues légères. Voilà. Sans qu'il y ait de gros lourds pour venir la saouler. La siffler comme si elle était le chien de la voisine ou quoi que ce soit de ce genre-là. Non, elle est dans le Paris parfait. Moi, donc, mon expérience parisienne n'a pas tout à fait été la même qu'elle. Bah déjà... J'étais pas dans un appart avec vue sur les toits de Paris et les magnifiques bâtiments. Moi, j'avais pas les moyens de vivre dans Paris Centre. Alors je suis allée à Créteil. Je vous dis, Créteil, c'est pas le même feeling d'un seul coup. Ensuite, on voit qu'elle a une cuisine toute équipée. Moi, c'était pas le cas. Ma cuisine à Créteil, il y avait un mini frigo, une plaque chauffante, c'est tout. Et c'était dans la même pièce que mon lit. Parce que c'était un studio pour 800 € par mois, à Créteil. Voilà. Mon sol par terre, c'était pas le beau parquet flottant des années qui est du 15e ou du 16e siècle, ne le sait-on pas. Non, moi j'avais du lino. Un truc tellement cool que quand tu poses un meuble dessus, t'as les traces pendant 6 mois. Œuvre artistique. Mon expérience parisienne a été bien différente de l'expérience de Emily in Paris. Mais là où je peux mettre en comparaison en fait nos deux expériences, c'est plutôt en vous parlant de son arrivée à Paris, la façon dont ça se passe, c'est-à-dire son côté toute joyeuse, toute émotion, toute le monde de Ratatouille, que c'est magnifique. Ouais, j'ai connu la même chose en arrivant aux États-Unis. L'émerveillement, bon, même si on est dans la paperasse et tout ce genre de choses, etc., etc., pour les visas, l'administration, social security card, les cartes de crédit, les banques, bref, tout le côté administratif super chiant. Au début, c'est quand même l'émerveillement, on s'en remet pas, tout est différent, on apprécie en fait cette différence de paysage, ce choc culturel inversé, de se retrouver dans un endroit qui ne ressemble pas du tout à l'endroit où t'es avant en fait. Par contre, arrive assez vite le petit manque de relationnel. Emily in Paris, elle arrive à Paris, on voit qu'elle est contente et qu'elle est sur un petit flottement, sur un petit nuage, mais assez vite, elle se sent quand même rattrapée par une réalité qui est de se retrouver un petit peu toute seule. Je pourrais vous dire que j'ai pas connu ça aux États-Unis, mais après 3 mois, je parlais aux pigeons qui étaient sur le balcon. Voilà quoi. Il y avait quand même un petit manque relationnel. Moi, c'était facile d'engager une conversation avec des Américains, que ce soit dans la rue, quand on sortait quelque part. Il y a le fait de pouvoir parler librement avec tout le monde, mais il y a la barrière. Par contre, attention, tu fais pas partie de mon réseau super privé avec qui je peux aller sortir et inviter chez moi ou ce genre de choses. Ah non, pas du tout. En France, c'est l'inverse. Je pense qu'elle ressent du coup ce petit mince, les gens sont froids, les gens sont stressés, les gens sont ceci, les gens sont cela. C'est ça, en France, j'ai l'impression que les gens sont moins abordables, clairement, littéralement innégociables. Mais quand tu commences à pouvoir aborder quelqu'un,
C'est bien plus facile et plus rapide, je trouve, d'entrer dans son cercle d'amis, dans son inner circle, dans son petit cercle plus proche, de proximité. Plus facile, en fait, de se faire des amis proches en France. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, peut-être pas. Voilà, pour la partie arrivée en terre inconnue et petite introduction de cette série Emily in Paris, la deuxième chose qui m'a fortement frappée et qui mérite d'être mentionnée, c'est que quand je regardais cette série, après avoir visionné le premier épisode, je pouvais pas m'empêcher de me sortir une baguette de pain, un fromage et un verre de vin blanc ou vin, peu importe sa couleur, en regardant cette série en fait. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de ressentir ce côté France en voyant ma petite France. Même si c'est pas le Paris que j'ai connu, comme je vous dis, hein, moi j'ai connu la sueur dans les métros, j'ai connu un petit peu le fait de prendre sa voiture et pour faire 2 km il faut 1 heure. Voilà, qu'est-ce que j'étais en train de me dire, je ne sais plus. Nourriture. Dans cette série, on la voit aller au restaurant, on la voit sur une petite terrasse avec un verre de vin, tout ce slow living à la française où on a le temps après le travail de se poser sur une terrasse. Tout ce petit côté en fait là qui me manque un petit peu de la France, puisque là on est loin du slow living, on est dans le... Bah tu sais ça va super vite parce qu'ici il faut te lever le matin tôt parce que tu vas travailler tôt puisque t'as 40 heures par semaine, c'est pas 35 comme en France, non c'est 40 heures. Et puis après se lever il faut prendre le volant. Même s'il y a pas beaucoup de circulation sur la route, tu sais que tu vas travailler plus tôt et finir plus tard aussi. Donc le slow living il n'existe pas parce que quand tu rentres chez toi il est déjà l'heure de faire à manger, dormir. Oui, parce que tu peux pas te lever à 5h du matin et ne pas être fatigué à 10h. Donc à 10h tu dors et puis c'est reparti pour une autre journée. Et puis tu travailles du lundi au vendredi, mais parfois il faut travailler le samedi aussi. Et parfois peut-être le dimanche. Il y a même pas de jour de repos de la semaine. Ça arrive. Pas vraiment de droit du travail aux États-Unis, donc tout n'est pas slow living, c'est travail et rapidité. Donc attention, on est passé de la nourriture au slow living, de la rapidité de living des États-Unis. Parlant nourriture, la chose la plus frappante, qui m'a le plus frappée, c'est quand elle est entrée dans la boulangerie et qu'elle a essayé de parler en français, c'était trop mignon avec son petit accent américain, et qu'elle a demandé « Je voudrais une panne au chocolat, silver plate ». J'adore les pains au chocolat, c'est ma pâtisserie préférée de France. Et voilà, ça m'a fait rêver de l'avoir commandé son petit pain au chocolat. Ça m'a même fait rêver quand j'ai vu la boulangère dire « Mais on dit un pain au chocolat ». Sans sourire, sans service client à l'américaine du tout, pas du tout, ça n'existe pas en France, pas toujours, non, on n'est pas obligé de le respecter, de toute façon, en 35 heures par semaine, comment tu voudrais avoir le temps de sourire? La différence entre les 35 et les 40, c'est les 5 heures du sourire. Bon ok, ils en rajoutent un petit peu parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir du service client avec un petit sourire en retour en France, tout à fait. Dans le sens en fait, aux États-Unis, quand vous allez dans un restaurant, boulangerie, vous avez un service impeccable. Là, je me rappelle aussi de la fois où elle est au restaurant, elle a sa viande devant elle, elle trouve qu'elle n'est pas assez cuite et qu'est-ce que dit le chef? Parce qu'elle demande au serveur, c'est pas assez cuit, j'en aimerais une plus cuite quoi, tout simplement. Aux États-Unis, t'as tout à fait le droit de renvoyer un plat comme ça, c'est tout à fait normal, même pas ils chercheront à discuter 3 secondes de ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Mais là, le chef vient la voir en personne et lui dit non, le temps que vous n'avez pas goûté, je veux pas changer. Mais ça, c'est le genre de truc en France, ça peut vraiment arriver en fait. Je crois, hein. Quoi d'autre en divergence? Bah c'est que là, en France, faut finir son repas, mais en même temps, vu la quantité qu'on te met dans ton assiette, tu risques pas de pas finir. Mais moi, perso, les restaurants en France, maintenant, je sais pas si j'aurais assez à manger. J'aurais peur de mourir de faim, je crois que dans mon sac, je prévoirais des chips. Parce qu'ici, les quantités sont tellement grosses qu'à la fin, on demande une boîte. Hi, can I have a box, please? I can't finish it all. There's too much in my plate. Mood, humeur, super joyeuse. Bon, vous voulez que je vous la fasse? Ça va être plus facile. Hi everyone! How are you today? I'm so glad to come to work. It's gonna be an amazing day. I have goosebumps, do you want to feel it? Et vous voyez ce que je veux dire là? L'humeur des Américains, toujours qui sont toujours archi joyeux. Même si c'est le lundi matin, vous risquez pas d'avoir quelqu'un qui a la tronche qui pend par terre, que ça tombe tellement que tu lui dis fais attention parce que tu vas avoir besoin d'un lifting bientôt. Dans le sens, ouais c'est lundi, et puis en plus il pleut, tant de chiens, il y en a marre, et puis en plus, à manger, j'ai emmené des pâtes, et les pâtes le lendemain c'est pas bon parce que ça manque parfois. Mais aux États-Unis, non, t'as 100% positive attitude, vas-y, je suis en forme tout le temps. Tu te demandes s'il y a une pile Duracell qui est cachée dans leur derrière une petite ouverture à scratch. En France, c'est un petit peu pas ça. En France, les gens, c'est des iPhones. La batterie, elle est toujours déchargée. En France, on aime le non, les Américains aiment le oui. It's gonna be so cool, yeah! Parce que
Bonne humeur égale bonne humeur générale égale si tout le monde est de bonne humeur, c'est trop la bonne humeur. Pourquoi, à votre avis, les Américains sont tous blanchir les dents? Parce qu'on sert des sourires à 24. Si on pouvait, on resterait coincé comme ça toute la journée. Ah oui, pourquoi pas. En France, t'as pas besoin de blanchiment de dents. Qui va les voir tes dents de toute façon? Ensuite, un point que j'ai adoré dans cette série, c'est le suivi de son compte Instagram, ses réseaux sociaux, parce que elle arrive en France et tout ce qu'elle trouve nouveau, cool. Enfin déjà, au début, elle essaie de faire passer sa vie pour parfaite, c'est-à-dire que même quand elle vit un mauvais petit moment, voilà, c'est limite là, tu sais, le truc de la fille qui se commande une salade mais qui prend en photo en zoomant bien le burger du mec sur la table d'à côté pour faire genre waouh, trop bon ce burger. Puis en fait, elle monte sa salade en train de déprimer là à côté. Au début, elle essaie d'en jeter un petit peu plein la vue et après, elle commence à dire la vérité sur les choses, sur son ressenti et on voit son compte Instagram qui commence à... C'est un petit peu moi avec YouTube. J'ai commencé avec 30 abonnés qui m'ont suivi pendant 3 ou 4 mois. Merci à vous si vous êtes encore là parce que vous étiez mes seuls abonnés au début et quand je lançais une vidéo j'avais 3 vues et puis j'étais archi contente d'avoir 3 vues. Maintenant, je sais même pas, j'ai combien? 1200 abonnés. Enfin voilà, suivre ses réseaux, les photos qu'elle met, les hashtags qu'elle met, etc. Sachant que moi, je me suis un petit peu aussi donné cet objectif de partager un petit peu sur cette... Quand je suis arrivée aux États-Unis, en tout cas, je me reconnaissais un petit peu en elle, en fait, dans la situation inversée, encore une fois. Et là où c'est encore plus vrai, c'est qu'au début, quand je partageais sur Instagram, au tout début de mon arrivée ici, ben je montrais de jolies images mais j'étais pas forcément la plus heureuse du monde. J'ai eu des petites périodes à la limite de la dépression la première année quand j'étais là. En fait je crois que j'ai commencé vraiment à me sentir bien ici quand je suis devenue manager dans mon cinéma, quand donc professionnellement je me suis posée sur quelque chose qui me plaisait, que mes collègues managers donc vu que vous savez aux États-Unis en fait, et d'ailleurs je vais venir à ce point là, venons-y en même temps, le travail. Donc le travail aux États-Unis, pas ce qu'on appelle fraterniser, c'est-à-dire que si je suis employée, je ne peux pas sortir voir à l'extérieur mes collègues qui sont managers. Théoriquement, ça se fait pas. Ça se fait pas du tout. Dans n'importe quelle compagnie, pas de fraternisation. Donc le temps que j'étais employée, c'est difficile de nouer avec les managers, qui étaient les gens qui, en gros, avaient mon âge et étaient susceptibles de devenir mes amis. Donc c'est devenu le cas, mais le jour où je suis devenue manager. Mais tout ça, c'était quand même, ouais, presque 2 ans, en fait, après le jour d'arrivée aux États-Unis. Maintenant, clairement, oui, on a construit une vie ici, on a des amis très chers, et voilà, quoi. Enfin, je sais pas, au fur et à mesure, en fait, tu commences à te sentir chez toi dans le nouveau pays, alors qu'au début, waouh, découverte, trop bien, et après, redescendre sur terre. Ah, mais en fait j'ai personne ici et puis en fait je sais pas ce que je veux, est-ce que je veux rentrer en France, est-ce que je veux rester aux États-Unis, je ne sais pas, si on me propose la carte verte je sais même pas si je dirais oui. Bref, il s'avère que notre vie est ici aux États-Unis désormais. Pour reparler aussi du travail, j'ai pas mal aimé cette partie-là aussi parce que bon, France, haute couture, un petit peu dans le cliché quand même, elle travaille dans une firme marketing et elle est venue en fait à Paris, donner à savoir un point de vue à l'américaine. La boss, pas du tout contente d'avoir quelqu'un qui arrive comme ça des États-Unis. En plus, la fille, elle parle à moitié pas français. Bon, pas du tout, hein. Bonjour, ça va? Oublie. Et bref, elle lui en fait voir un peu de toutes les couleurs parce qu'elle a juste pas envie qu'elle soit là. On a tous connu ça en France, hein, le management qui a pas envie que tu sois là, qui a pas envie de t'apprendre, qui a pas envie de rien, qui est juste là, en train de te regarder en tirant la tronche. En France, t'as 35 heures, donc t'as le temps pour certaines choses. T'as pas les 5 heures pour féliciter tes employés. En gros, la boss de sa compagnie et même les collègues, ça m'a vraiment rappelé l'ambiance que moi j'ai connue, en tout cas de mes 2 petites expériences professionnelles en France en tant qu'étudiante. Hein. J'ai fait que des mi-temps, j'étais étudiante, j'ai pas assez de recul pour parler de la France en sa globalité. Et je sais que c'est un peu dans le cliché malgré tout, je suis juste mal tombée, bon peut-être dans mes expériences professionnelles, mais c'est dans le sens les commérages, le côté comme on dit en France tout le temps, faux cul. En France je le voyais tout le temps, dans le sens tu dis un truc à tes collègues un jour et le lendemain tu sais pas comment, ta chef elle arrive en t'engueulant et puis elle va te dire comment ça, gna gna gna, t'as dit ça, blablabla. Quoi, pardon. En l'occurrence, dans Emily in Paris, c'est un peu ça. On voit que potentiellement, elle pourrait l'apprécier un petit peu, mais elle a pas envie de faire l'effort, quoi. Tout le temps blasée, tout le temps en train de râler, tout le temps en train de parler comme ça. La petite Emily, elle comprend rien en fonctionnement. Un jour, la chef, elle lui dit t'es virée. Et elle commence à ranger ses affaires parce que aux États-Unis, quand on lui dit t'es virée tout de suite, dans la seconde. Et là, t'as les collègues qui viennent, non mais, elle t'a dit quoi? Pourquoi tu fais tes affaires comme ça? I'm fired. Je suis virée. Ah mais non, t'inquiète. T'es en France là, tu peux pas être virée comme ça du jour au lendemain, il faut des mois pour remplir les papiers nécessaires. Voilà, en fait, toutes les petites différences professionnelles, États-Unis, France, la semaine de 40 heures, donc généralement t'arrives tôt le matin à 8 heures, donc il y a même un moment, on la voit la petite Émilie, elle arrive à 8 heures.
Elle est là devant la porte, elle attend toute seule, elle comprend pas ce qui se passe, puis tout le monde arrive à 10h, elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'es là si tôt? Bref, c'est juste qu'aux États-Unis t'arrives tôt au travail, tu finis un peu plus... et puis tu finis à la même heure, voire plus tard qu'en France quand même, parce que 40 heures c'est quand même 5 heures de plus. Et si la pause déjeuner est même pas incluse par exemple dans ton contrat, bon la pause déjeuner c'est 30 minutes aux États-Unis. Ce sera jamais 1 heure ou 2 comme en France, hein. Attention, faut pas rêver non plus. Mais voilà, le côté travail, moi, de par mon expérience personnelle, professionnelle en France, pour le peu que j'y ai connu, j'ai trouvé ça représentatif. L'humeur globale des collègues et de la chef, mais qui au final, voilà, au fur et à mesure des semaines, il y a quand même... on peut imaginer que de belles amitiés vont se créer, ce qui pourrait peut-être prendre un peu plus de temps, contradictoirement aux États-Unis. Mais au travail, il n'y a pas de stress pour rien, enfin je veux dire, tout est simple quoi. Si ton chef a quelque chose à dire demain, il va te le dire, ça veut pas dire que 5 minutes après, tu dois toujours être en train de tirer la tronche. Il t'a juste dit un truc, il va pas te harceler pendant je sais pas combien de temps. T'as aussi plus de place pour te prouver en fait. Tu vas pas avoir quelqu'un sur le dos constamment qui va être trop demandant, le management en France. Aux États-Unis, t'as plus de marge de manœuvre et c'est comme ça aussi qu'ils voient si t'as les compétences nécessaires peut-être pour évoluer dans la compagnie. Je pense vraiment que sur cette série, je vous ai tout dit, en tout cas dit ce que je comptais vous dire pour faire le petit parallèle entre mon expérience de Frances qui est venue à Miami et son expérience de Madame de Chicago d'Américaine qui est venue en France à Paris. Je vais terminer cette vidéo maintenant. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour ne pas rater mes futures vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.